Eh bien, bonsoir. Et merci d'être présent avec nous. On a commencé avec un peu de retard. On vous remercie d'être venu pour nous écouter. Et je peux vous dire que nous, on est venus pour passer une super soirée parce qu'on est animé par une grande amitié l'un avec l'autre et aussi une grande amitié pour tous ces jeunes d'Éden à qui on doit cette soirée. Puisque nous allons parler, comme vous le savez, des jeunes, donc des jeunes qui sont à Éden. Le centre Éden, comme Alexandre Heiss le présentera, puisque c'est lui qui le dirige, est un centre donc, pour les autistes adultes. Et on a trouvé essentiel de prendre du temps pour parler de ce que c'est l'autisme, de ce que c'est l'autisme pour les adultes et de la spécificité de cette manière d'aborder la prise en charge des personnes avec l'autisme. Alexandre, je te laisse te présenter. Alors, bonsoir. Il y a quelques visages connus, quelques visages que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Je vous remercie d'être là ce soir. Et effectivement, avec le Rav Ben Riem, on aime bien échanger, discuter. Et puis, notre rencontre, peut-être, ce soir, est suivie parce qu'il y a eu une rencontre il y a de ça quelques années, dont je pense qu'il va falloir en parler, si tu es d'accord. Ah, bien sûr. Quand Rav Ben Riem m'a proposé de parler sur l'association Éden, je lui ai demandé pourquoi. Parce que finalement, depuis 33 ans, je m'occupe de personnes avec autisme, et je dis bien avec autisme, et pas personne autiste. Et je le fais d'une telle manière que parler de mon travail, j'ai trouvé ça incongru, orgueilleux. Et puis, il m'a proposé ce thème, auteur avec un H et autisme. Et je me suis posé la question de quel auteur on allait parler ce soir, parce que peut-être mon lapsus est révélateur. Si je dis passer, c'est que peut-être il faut justement passer ou dépasser une certaine hauteur pour rencontrer l'autisme. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, en France, où j'ai grandi, mais où vous habitez, le terme d'autisme, il a une connotation qui n'est pas extrêmement valorisante. Indépendamment de la mentalité française par rapport au handicap en général, on ne sait pas comment aborder cette question. Alors moi, je m'excuse auprès des professionnels, puisque je ne suis pas ni psychologue, ni psychiatre, ni neurologue. J'essaye d'être rave, et c'est déjà pas mal. Mais en Israël, je ne sais pas si vous savez qu'on appelle l'autisme les problèmes de tikshoret, de communication. Et c'est très intéressant parce que la communication, elle commence à l'extérieur de soi. Et là où les autistes sont très forts, les personnes avec autisme sont très fortes, c'est dans l'intériorité. Et je pense que pour parler de hauteur, il va falloir qu'on parle de la dimension très intérieure de la vie de ces personnes qui ont une richesse extraordinaire. Peut-être en introduction, d'accord. Je voudrais vous lire deux petits textes qui vont nous permettre finalement d'introduire le sujet de la question de la hauteur et de la rencontre. Parce que pour rencontrer quelqu'un, généralement, il faut pouvoir le regarder. Et lorsque le regard nous invite finalement à cette rencontre, eh bien, tout est présent. Sauf que lorsqu'on a une personne avec autisme, généralement, le regard est fuyant.
le regard n'existe pas, ou peu, croit-on. Et cette rencontre-là pourrait ne pas se faire si je ne change pas mon regard. Et je vais vous lire 2 textes, si vous le voulez bien. Le premier, connu, du conte de Rabbi Nachman, et puis un deuxième, qui n'est pas un conte, mais c'est ce que j'ai vécu la première fois, lorsqu'il y a 33 ans, j'ai rencontré Raphaël, le premier autiste, finalement, dont on va me demander de m'occuper. Peut-être que c'est un texte qui était inconnu, le deuxième, alors je vais vous le lire. Voilà première histoire. C'est un conte de Rabbi Nachman de Breslev qui m'a animé depuis toujours. Il s'agit, et je vais vous le raconter, de l'histoire du fils d'un roi qui subitement se prit pour un dindon. Il avait retiré tous ses habits et à genoux sous une table, il picorait au sol graines et autres miettes. Le roi avait invité tous les experts en la matière, mais aucun remède ne permettait de faire revenir le prince à la normale. Finalement, le roi fit appel à un sage qui accepta de venir au palais. Celui-ci l'observa et retira à son tour ses vêtements et se rendit près du prince chaque jour en se faisant passer lui aussi pour un dindon. Un jour cependant, le sage demanda qu'on lui apporte des habits princiers. Alors le prince demanda au sage « Que fais-tu là ?» Le sage lui répondit « Rien n'interdit à un dindon de mettre un habit de prince. Veux-tu essayer ?» Le prince dindon accepta. Le temps passa, et alors que les 2 complices continuaient, malgré les habits princiers, de picorer sous la table, le sage se fit apporter un plat chaud et raffiné sous la table. « Que fais-tu maintenant ?» demanda le prince qui se prenait pour un dindon. Le sage lui dit « Rien n'interdit à un dindon de manger autre chose que des miettes et des graines. Veux-tu essayer ?» Le prince accepta et mangea. Plusieurs semaines plus tard, le sage quitta le dessous de la table et prit le repas qui lui était servi sur la table, assis normalement sur une chaise. Rien n'interdit à un dindon de manger à table et de s'asseoir sur une chaise, se dit le sage à haute voix. Le prince essaya. Au bout de quelques mois, à force de porter des habits princiers, de manger comme un prince, le prince dindon redevint ce qu'il avait toujours été, un prince. Ce conte-là me fait penser finalement à ce que j'ai appris de la deuxième histoire que je vais vous raconter, qui est une histoire qui est personnelle, de finalement une petite fille qui a 10 ans au moment des faits et qui va sans doute, elle ne le sait pas, m'apprendre ce que je n'ai jamais appris dans un livre de psychologie ou de psychiatrie. C'est une petite fille de 10 ans qui va me l'apprendre et j'ai écrit un petit texte sur une expérience personnelle. En 1993, souvenir brutal de cet étudiant que j'étais, bardé de mes fiches récitant Tustin, Melzer, donc des spécialistes de l'autisme, tout en guettant sur le quai de gare l'arrivée du jeune Raphaël. Raphaël partait pour la première fois sans ses parents dans une colonie de vacances ordinaire. Mais lui ne l'était pas. Il était autiste. Je me sentais prêt. Cette arrogance, cependant, allait se jouer pour moi comme un boomerang. Raphaël arriva, accompagné de son père, qui le portait pratiquement à bout de bras, essaimant tout en discrétion quelques pincettes pour le faire avancer. Raphaël s'assit à mes pieds, les index enfoncés dans les oreilles, ruminant un bout de plastique dans la bouche, tout en émettant des cris aigus. Le père me donna quelques directives, nous accompagna jusqu'à nos places, embrassa son fils qui se cachait sous le siège, dans une attitude de repli, et me salua, en exprimant toute l'admiration qu'il me portait de faire ce métier. Je n'ai pas osé alors lui poser la question de quel métier parlait-il. Le groupe, la colonie, était déjà parti depuis quelques jours. Cette colonie avait, sous l'élan du psychiatre Maurice Assouline, intégré depuis plusieurs
temps des personnes avec autisme. Ce fut pour moi mon plus long voyage, mon plus long moment de solitude à deux. Il était là, gesticulant, hurlant, se débattant pour attraper les bouteilles d'eau des autres passagers. Et moi, j'étais là, perdu, effondré, à multiplier les sollicitudes, les demandes, les ordres à son égard, sans pour autant qu'il y ait de réponse. En moi se confondaient des sentiments de violence, de dégoût, voire de peur. Soutenir le regard des autres, soutenir mon propre regard de ce moment où nous touchons à notre intériorité, à cet intime qui se cache derrière l'intime, sans pouvoir le nommer, si ce n'est dans un travail d'analyse que je me permettrai de faire bien plus tard. L'arrivée en gare fut pour moi le seul point de recours. J'avais envie de hurler au secours. Mais j'étais rentré en mutisme, épuisé, vidé. Je sortis du train tout en portant Raphaël sur les épaules et tel un sac, je le déposai à mes pieds. Il avait repris sa position, les jambes croisées à l'infini, les oreilles bouchées, les yeux tournillant dans le vide. C'est alors qu'un attroupement de jeunes gens, sortis de je ne sais où, était venu chercher Raphaël. Le directeur me salua, de la colonie, tout en me disant que si le trajet n'avait pas été long. J'allais exposer mes faits d'armes, mais il me coupa en me disant « Finalement, c'est un voyage classique, avec un petit gars comme Raphaël. » Eh oui, très classique. Pendant les 3 semaines de colonie, je n'eus de cesse que de regarder comment les autres enfants intégraient Raphaël, comment chacun d'entre eux trouvait le moyen d'être avec lui, et comment lui oubliait de temps en temps de fermer ses oreilles. Là, devant moi, il y avait quelque chose qui se jouait, qui s'organisait, mais aussi s'improvisait au gré des rencontres et des moments. La cuisinière, le directeur, les animateurs, les enfants, tous donnaient à voir quelque chose de ce qui allait pour moi être un point fondateur à la création de Éden. Et voilà qu'à un moment donné, une petite fille de 10 ans, Raphaël avait des très très beaux cheveux. Il a toujours de très très beaux cheveux. Et tous les matins, j'essayais, à ma manière, de brosser ses cheveux. Mais je n'y arrivais pas. Dès que je m'approchais avec sa brosse, il partait, fuyait. Et voilà qu'une petite fille, comme je vous l'ai dit, âgée de 10 ans, allait m'apprendre mon métier. Elle s'assit à côté de Raphaël et simplement en étant juste à côté de lui, commence à lui brosser les cheveux. Vous me direz, quelle était la différence entre elle et moi ? Moi, j'étais au-dessus de lui. J'essayais, alors qu'il était assis à terre, de le brosser. Elle était assise à côté de lui. Vous savez, l'amour, c'est pas quand on se regarde l'un dans l'autre, c'est quand on regarde dans la même direction. Maud Manoni, qui était psychanalyste et psychologue, a dit un jour, parfois la thérapie, c'est simplement s'asseoir sur un banc avec quelqu'un et regarder dans la même direction. Et en fin de compte, c'est ce que, à Éden, on essaye de faire. Se mettre à ce niveau-là. Et donc, auteur et autisme, pourquoi j'ai choisi ces 2 textes-là, finalement, c'est pour vous faire comprendre que le premier élément, c'est de peut-être tomber de notre propre auteur pour aller les rencontrer. D'abord, c'est des récits qui sont magnifiques, qu'il faut d'ailleurs digérer. Hein. Alors moi, je peux raconter, par exemple, que le monsieur qui est à côté de moi, je l'appelais Mordechai, parce que pour le coup, je le fais descendre de sa hauteur, de rave. Je l'ai rencontré, après lui, il pourra dire comment il m'a rencontré. Gare à toi. Il n'y a pas de problème.
Rav Mordechai, il est Rosh Kollel, dans un kollel à Jérusalem, il est thérapeute, et puis on a créé l'amitié, il a su que je dirigeais un centre à Beth Shemesh, qui fonctionne 24 heures sur 24, il y a 7 maisons de vie, il y a 2 centres d'accueil de jour, une ferme thérapeutique, et j'en passe. Et puis un jour, il me dit, j'aimerais bien visiter. Et puis je lui dis, bah viens. Et puis il vient. Hein, Ouais. et en fin de compte, c'est la première fois que je l'entends être silencieux. Il faut écouter le silence de l'autre. C'est très important. Hein. Pas que lorsqu'on est psy. Dans le silence, gît beaucoup de choses très importantes. Et il tourne, il rencontre certains jeunes, certains avec une autonomie très très réduite, pouvoir avoir des actes de violence ou d'automutilation, d'autres au contraire avec justement une autonomie au contraire très développée, en sortant à l'extérieur, en prenant le bus et en rêvant d'étudier à la fac de Jérusalem ou étudier à ton kollel. Et puis, tu es muet. Et tu passes de pièce en pièce et tu restes là 2 heures. Et puis finalement, j'interroge ce mutisme. Je me dis, l'autisme n'est pas contagieux. Généralement, non. Peut-être, on pourra y revenir. Selon mes enfants, j'ai du mal à m'exprimer, mais bon, je suis psy. Donc, j'écoute plus. Et là, il me dit, j'ai besoin de digérer, comme ce qu'il vient de dire tout à l'heure pour les 2 histoires. Et je lui dis, digère autant que tu veux, et puis reviens à moi. Et puis, il lui faut à peu près 48 heures pour digérer, donc c'était un repas assez copieux. Il revient à moi et il me dit cette phrase, si tu permets, je le dis, tu sais pas donc tu me permets de dire quelque chose que tu ne sais pas ce que je dis, donc parce qu'on n'a pas préparé. Et il me dit, je ne peux pas envisager mon rôle de Rav à l'avenir si je ne viens pas donner de mon temps à Eden. Fais de moi ce que tu veux. Je lui dis, d'accord, tu es prêt à quoi? Et il me dit, je peux faire la serpillière, la spongia en hébreu, cuisiner, ce que tu veux. Et là, je lui dis, écoute, puisque tu es Rav, autant utiliser tes compétences. Et là, naît un lien fort, pas qu'avec moi, mais avec certains jeunes du centre, certains avec une autonomie très très réduite, et d'autres, au contraire, qui sont capables de pouvoir penser et avec 4 conversations en même temps. Et je retrouve finalement Rav Mordechai être avec un autre Mordechai qui, lui, n'arrête pas de tourner autour, peut parfois même enlever son pantalon, et le Rav Mordechai continue à parler de Gemara. Je m'interromps quand il baisse son pantalon quand même. Oui, tu t'interromps. Donc, on parle de hauteur et d'autisme. Et finalement, à la fois dans le conte de Rabbi Nachman, on a bien compris que ce sage, il descend sous la table, parce que si on ne descend pas sous la table, on ne sera jamais au niveau 2. Descendre et être au niveau 2. Quand je parle de ma propre émotion dans ce train, et que je dis avoir peur, mais j'avais peur finalement de quoi? De peut-être mieux me rencontrer. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Les personnes qui arrivent à continuer à travailler avec des personnes avec autisme, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont accepté une certaine régression en eux-mêmes pour pouvoir rencontrer de l'autre. Maintenant,
puisque j'ai commencé à parler longuement, pour une fois, c'est moi qui parle plus longuement que toi, raconte-moi, finalement, comment tu es descendu nous voir. Écoutez, moi je vais vous partager mon ressenti quand j'ai découvert Eden. Je pense que nous avons tous énormément de préjugés quand on se représente ce que sont les personnes avec autisme. Et l'observation de ces personnes qui sont pleines d'émotions, d'intelligence, de compréhension et d'intériorité décoiffe. Parce qu'en fait, on sent qu'il y a un monde émotionnel, un monde cognitif, un monde pulsionnel, et qui n'a pas les mêmes références que le nôtre. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait s'effacer. Et j'ai regardé comment les madrichim et les madrichot, les personnes qui travaillent le jour et la nuit à Eden, sont des personnes qui sont là pour être avec, pour rencontrer, comme tu sais bien dire, de l'autre, mais en fait absolument pas imposer ni attendre. Et je pense que c'est ça qui est absolument passionnant, c'est de découvrir un monde qui est totalement intérieur et totalement différent. Je ne sais pas si peut-être en posant des questions sur des scènes quotidiennes d'Éden, on ne va pas peut-être un peu mieux représenter et donner quelque chose de concret à des personnes qui peut-être en savent quelque chose et peut-être rien du tout de ce qu'est l'autisme. Je pense à des scènes en particulier, si tu es d'accord. Oui. Juste pour illustrer un peu, parce que on ne parle pas d'extraterrestres, quoi. On parle juste de personnes qui ont un autre mode de fonctionnement, une sorte d'autre formatage. D'ailleurs, juste peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux expliquer, Alexandre, à moi-même et à toutes les personnes, pourquoi on parle de troubles ? Est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est quelque chose qui est depuis la naissance ? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? Comment on en parle pour pouvoir aborder déjà les questions de base ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on parle de troubles du développement quand on parle de l'autisme. Maintenant, c'est très difficile de répondre à la question « qu'est-ce que l'autisme ?» J'ai presque envie de vous dire, aujourd'hui, il y a autant de définitions qu'il y a de formes ou de personnes avec de l'autisme. Parce que au cours des 30 dernières années, donc ça fait 33 ans que je m'occupe de personnes autistes, au cours des 33 dernières années, la définition a évolué, a changé. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi, mais lorsque moi j'étais étudiant, on parlait d'un cas d'autisme pour 10 000 naissances. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de combien de cas ? On parle d'un cas pour 100 naissances. Okay ? En France, un cas sur 98 naissances. Le record, c'est coréen. Okay ? Un cas sur 52 naissances. Alors, je pourrais dire, vous comprenez que lorsque je parle de 1 sur 100, c'est énorme. Et donc, on comprend qu'il y a une pandémie d'autisme, d'accord ? Ou on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe de différent. Et en fin de compte, il y a une définition qui est différente. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est un trouble du développement. C'est-à-dire qu'une personne naît en elle avec un autisme. Et l'autisme se déclare généralement avant l'âge de 3 ans. On ne peut pas avoir eu un développement tout à fait normal jusqu'à l'âge de 15 ans et un seul coup être autiste. Alors, il est vrai qu'il y a des formes aujourd'hui d'autisme légères, qu'on va parler de traits autistiques, et moi je ne parlerai jamais d'autisme réellement, mais de traits autistiques, qui peuvent être aussi handicapants, c'est vrai, d'accord ? Mais ces traits-là ne sont pas réellement de l'autisme. Et donc, à 3 ans, il y a un développement, jusqu'à 3 ans, il y a un développement qui semblerait tout à fait normal. On s'aperçoit aujourd'hui, avec des études au Canada, des études en Israël, où on détecte et on diagnostique l'autisme vraiment dans le plus petit âge, c'est-à-dire 6 mois, 1 an. Hein.
Donc 6 mois, 1 an, on ne peut pas dire que la personne elle est autiste. On peut dire il y a un risque d'autisme. Et c'est simplement à l'âge de 3 ans que le diagnostic sera confirmé. Et le diagnostic est confirmé sur certaines choses. La capacité ou la difficulté de communication, d'être avec de l'autre, et avec différentes formes d'autisme. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un mot qui n'est pas très joli, qu'on appelle spectre, dans le spectre de l'autisme. Et effectivement, dans le centre Eden, vous pouvez avoir, j'ai un monsieur qui est ce qu'on appelle Asperger, qui parle 7 langues, qui est comptable, et pourtant est dans l'incapacité de travailler dans un bureau avec d'autres personnes. On a dû lui aménager, pour lui, un appartement particulier. Donc, vous allez me dire, il est très intelligent, il est waouh, mais il est dans l'incapacité d'être avec de l'autre. Et de l'autre côté, donc, ceux qui ont malheureusement une autonomie très très réduite, d'accord, on trouvera des personnes qui se balancent, qui sont sur eux-mêmes, qui ne vont pas être dans le contact visuel, qui parfois ne parlent pas, ne désignent pas, c'est-à-dire du doigt, et vont être vraiment en dedans. L'autisme, d'ailleurs le mot autiste vient du grec, repli sur soi. Et donc pour nous, c'est toujours la difficulté finalement de ne pas rencontrer un diagnostic, mais de rencontrer une personne. Parce que vous comprenez que lorsque je rencontre Raphaël, moi dans ma tête, j'ai tous les critères de ce qu'est un autiste. Mais jusqu'à ce que cette petite fille finalement brosse les cheveux de Raphaël, je n'ai pas rencontré Raphaël. Le seul moment où je rencontre Raphaël, c'est finalement lorsque j'observe cette petite fille en train de lui brosser à son niveau. Alors peut-être, Alexandre, il faut quand même que tu nous expliques, parce que le paradoxe entre le fait d'avoir un centre où plusieurs personnes vivent les uns à côté et avec les autres, et en même temps que quelque part, la difficulté de chacune de ces personnes, c'est justement de pouvoir rencontrer les autres, et donc encore plus, de rencontrer des personnes qui, entre guillemets, sont neurotypiques, et qui, elles, essayent de les accompagner, de les aider, leur permettre de se développer. Finalement, est-ce qu'on ne vient pas les enquiquiner quand on les reçoit dans un endroit où ils ne sont pas juste seuls, chacun avec soi-même? C'est sûr que c'est une question volontairement un peu provoque pour qu'on puisse mieux sentir en fait l'enjeu de cette rencontre et de cet accompagnement. Howard Buten, qui est un écrivain qui a écrit « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué », pour ceux qui connaissent ce best-seller, qui était aussi clown, le clown Buffo. J'ai eu la chance d'apprendre avec lui énormément. Et j'ai eu la chance aussi d'habiter, lorsque je me suis marié, j'étais son voisin de palier. Et donc, lui, il avait le centre Adam Shelton, et nous, en France, on avait le centre Le Silence des Justes, que vous connaissez. Et souvent, il me posait la question, qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Est-ce que c'est pas mieux de les laisser dans leur bulle? Il avait un très fort accent américain comme ça. Et il me disait tout le temps, c'est pas grave. Il y a certains qui doivent rester dans leur bulle et d'autres qu'il faut qu'on accompagne en dehors de leur bulle. Et lorsqu'on parle d'un centre, c'est une maison de vie. Ce sont des maisons de vie. Il faut bien comprendre que chacun a sa chambre, mais qu'il y a un salon où il se retrouve. On est très très loin des hôpitaux psychiatriques où il y a un salon pour 15 personnes. Chaque maison dans le centre Eden, c'est 6 résidents. 6 résidents. Sur à peu près, chaque maison, c'est 220 mètres carrés. Pourquoi? Parce que chacun, et je réponds à ta question, doit avoir sa propre chambre. Quand par exemple en Israël, donc j'arrive en 2001 en Israël, avec ma femme, avec l'idée et la passion, et aussi quelques familles qui déposent en nous le désir de monter en Israël, mais il faut comprendre qu'en 2001, il n'y avait pas de structure pour adultes autistes en Israël. D'ailleurs, en France, à ce jour, il n'y en a toujours pas, ou voire très très peu, voire pas, je préfère dire comme ça.
Mais en 2001, lorsqu'on s'installe en Israël, il y a des familles, 5 familles, qui viennent avec nous, en fin de compte, et dans le projet de créer Éden et de s'installer en Israël. Mais leur difficulté, c'était de savoir qu'est-ce que va devenir notre enfant. Et donc, avec ma femme, qui est aussi psychologue, et d'autres éducateurs, on fait cet alia avec l'idée, peut-être la folie, de créer les structures Éden. Et c'est ce qu'on va arriver à faire. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est que la première chose que je fais en arrivant en Israël, c'est d'aller au ministère des Affaires sociales, donc qui s'occupe de la personne en âge adulte avec de l'autisme. Et là-bas, on me dit, mais tu as de l'argent? C'était Intifada 2. Alors je dis non. Tu es américain? Je dis non. Tu as toi un enfant autiste? Je dis non. Ils me disent, alors pourquoi tu es là? Je dis, parce que j'ai des familles qui vont venir en Israël, il n'y a pas de structure pour leur enfant qui est en âge adulte. Et là, je commence à développer avec le ministère quelque chose qui va être aujourd'hui, 22 ans après, la méthode Éden, qui est une méthode qui est complètement différente que ce qu'il y avait il y a 22 ans. Et une de ces méthodes-là, c'est de replacer la personne avec autisme en tant qu'être humain. Ça paraît évident pour vous. Pourtant, ça ne l'était pas à l'époque. Il faut quand même savoir que l'autisme, et pourquoi la France, l'Europe, a un tel retard sur la prise en charge de l'autisme, il faut savoir que la reconnaissance de l'enfant autiste, c'est que dans les années 60, 70, 80. Où étaient les personnes autistes avant? Eh bien, je vais vous dire où ils étaient. Ils étaient en hôpital psychiatrique. Psychose infantile, c'est ça, hein? Psychose infantile. Il n'y avait pas de diagnostic de l'autisme. Et ils étaient dans un service qui s'appelait le service, qui aujourd'hui, depuis, je crois, 8 ans, est interdit qu'on emploie ce mot-là. C'était le service de défectologie. Parce que vous savez qu'est-ce que c'est que le service de défectologie? Le service de défectologie, en psychiatrie française, c'était le service des pathologies qu'on ne savait pas traiter. Une maman, une fois, qui aujourd'hui a fait son alia, maman de Robin, m'a dit « Mon fils est en hôpital psychiatrique en Corse, en secteur fermé, dans le service de défectologie. » Et elle me dit « Est-ce que vous entendez ce que j'entends ?» Et j'entends, je dis « Quoi ? Qu'est-ce que vous entendez ? Bah, mon fils n'est que de la merde. Il est défecté là-bas. » Et oui. Et vous comprenez qu'alors, à ce moment-là, il y a un combat en moi, et avec d'autres, qui est celui de montrer que la personne avec autisme est humaine. C'est pour ça que vous m'entendrez à chaque fois, ou presque à chaque fois, dire « personne avec autisme ». Ce « avec », par exemple, j'ai eu la grippe la semaine dernière, j'ai pas dit « je suis grippe ». J'ai dit « je suis avec une maladie qui s'appelle la grippe ». Je ne suis pas grippe, je ne suis pas autiste. Je m'appelle Michael, je m'appelle Raphaël, je m'appelle Sandra. En tout cas, avec, c'est le premier moment. Et d'ailleurs, en Israël aujourd'hui, vous trouverez tout le monde qui dira « im autism ». Alors, et il y a quelques mois de ça, une loi est passée en Israël pour que les personnes autistes qui se trouvent dans des maisons de vie aient chacun leur propre chambre. J'arrive à ta question. Chacun sa propre chambre. C'est évident. On parle de maison de vie pour toute la vie. C'est-à-dire que notre vocation est de les accompagner jusqu'à 120 ans, ou eux vont m'accompagner à 120 ans, parce qu'il y en a qui sont plus jeunes. Donc chacun doit avoir sa chambre. Maintenant, on doit arriver dans leur difficulté d'être avec les autres, de créer un environnement, une atmosphère, d'accord, qui leur permet d'être avec les autres. Et lorsque nous venons, neurotypiques, à venir à les regarder comme ça, eh ben on doit apprendre parfois à les regarder différemment. Certains à les toucher, d'autres à ne pas les toucher.
Et en fin de compte, mon métier est assez extraordinaire. Chaque jour, je dois réinventer mon métier. À chaque fois qu'il y a une personne nouvelle qui rentre au centre, je dois réinventer tout mon métier. Parce que je ne sais pas comment je vais rencontrer cette personne-là. Comment je vais rencontrer ce nouveau Raphaël? Est-ce que je dois m'asseoir à côté de lui? Est-ce que je dois lui laisser son environnement? Des fois, ça va me prendre 2 jours, des fois 1 mois, des fois des années. Mais c'est merveilleux, hein, parce que à chaque fois, il nous faut réinventer. Alors, est-ce que ce serait pas mieux qu'ils restent dans leur famille? Est-ce qu'il serait mieux qu'ils restent dans leur famille? Alors, Howard Butten, il écrivait, justement, dans un petit livre qu'il a écrit pour les enfants sur l'autisme, d'accord? Ces personnes qui ne viennent pas d'une autre planète. Je vous invite à le lire parce que je pense que c'est encore plus adressé pour les adultes. Il dit la chose suivante. Il dit, finalement, un autiste dans une famille, c'est comme si vous aviez une fanfare nuit et jour. Est-ce que l'on pourrait vivre avec une fanfare qui tape et qui fait du bruit toute la journée et toute la nuit? D'autre part, j'ai presque envie de vous dire que comme tout à chacun, il est très important qu'ils aient leur propre autonomie, qu'ils aient leur propre lieu d'accueil. Bien évidemment, le lien avec la famille est ultra importante et elle doit être intégrée dans justement la prise en charge. Mais je pense qu'il est primordial pour les personnes avec autisme, comme pour chaque enfant, à un moment donné, de sortir de la maison familiale pour pouvoir devenir une personne autonome, indépendante et vivre par lui-même, pour lui-même. Lorsqu'il y a certains jeunes, comme on les appelle, qui, à ce coup, il y a une maman qui m'a dit « Ah, mais vous avez repeint sa chambre en jaune. » J'ai dit « Oui, parce que c'est la couleur préférée de votre fils. » Je ne l'ai jamais su. Comment nous, on l'a su? Parce qu'on a remarqué qu'effectivement, il allait plus vers toutes les choses jaunes. Et qu'il y avait quelque chose dans le jaune qui, lui, le calmait. Au sein de la famille, c'est compliqué. Et même lorsqu'on parle d'autisme avec une grande autonomie, il est très important que ces personnes-là trouvent réellement leur autonomie. Je pense que ce qui est formidable dans ce qu'on découvre dans un centre comme Eden, c'est que c'est comme si quelqu'un, par exemple, vient d'un pays avec une culture qu'on ignore parfaitement, et on sait qu'on va le recevoir pendant un bon moment, et on ne sait pas ce qu'il aime manger, on ne sait pas ce qu'il aime boire, on ne connaît pas la musique qu'il a entendue depuis qu'il était tout petit, et on ne connaît rien de son histoire personnelle. Il me semble qu'on s'attache énormément, quand on ne connaît pas le monde de l'autisme, aux symptômes, aux dérangements, aux difficultés d'intégration et de communication, alors que au Centre Eden, en fait, on s'intéresse à eux. Et moi, je suis passionné de cette observation qui est faite, puisque en fait, vous n'avez pas eu des détails, mais ils ont des ateliers de musique, de poterie, ils ont la Tout, piscine. vidéo, Krav Maga, etc. Ils font tout. Mais en même temps, c'est dans ces situations où l'évaluation, elle n'est pas typique, parce qu'ils ont la possibilité de développer et d'exprimer leur personnalité, qu'on apprend à les découvrir. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, chaque semaine, donc, je vais d'un endroit à l'autre à Eden, puisqu'il y a plusieurs maisons, et puis il y a un jeune que je ne descends voir dans une pièce où il est là-bas à se détendre, parce qu'il a besoin d'être seul, en enlevant mes lunettes par précaution, pour uniquement lui dire « Bonjour, comment ça va? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui ?» Il me répond, il ne me répond pas d'ailleurs. Des fois, on peut chanter, des fois même on peut danser, et des fois pas du tout. Je m'assure juste qu'il a entendu que j'étais là. Et quelque part, c'est sa personnalité.
c'est ce qu'il est. Et en fait, c'est comme si chacun il avait le droit. Il y a des rencontres. Voilà, j'illustre parce que je pense que ça vous fait aussi peut-être faire une petite visite. Éden, c'est un endroit qu'on visite, mais qu'on doit visiter de manière intelligente. Par exemple, il y a un jeune que j'ai l'occasion et le plaisir de rencontrer, dont l'expression est un rire. Et il rit. Et il rit comme nous on parle. Donc il rit beaucoup. Mais c'est un rire intelligent, c'est-à-dire il a beaucoup de choses à rire. Peut-être qu'il a aussi beaucoup de choses à dire. Et j'ai été une fois surpris, parce qu'une fois c'était avant l'Akba Omer, et puis des fois, il y a une jeune femme qui s'occupe du centre du côté des personnes qui sont un peu moins autonomes, qui a dit, le Rav est là, il va nous parler de l'Akba Omer. Donc on s'est réunis. L'Akba Omer, vous savez, c'est entre autres l'anniversaire donc du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc on a chanté. Moi, j'ai fait comme un karaoké, j'avais un petit papier, et puis on est là, on chante, et celui qui chante, il chante, celui qui chante pas, il chante pas, on tapote, et puis ça dure un petit peu, je raconte un peu l'histoire, tout ça très court pour pas m'imposer, puisqu'on est là pour s'effacer et leur donner leur place, et tout d'un coup, pendant que j'essayais de faire chanter un des jeunes à qui je proposais de dire un mot, celui qui d'habitude ne fait que rire et ne sort jamais un mot, non seulement il sort tout seul la phrase qui était complexe, à une vitesse 3.0 minimum, et là je découvre que ce jeune avec qui j'ai des échanges non verbaux du tout depuis des mois, a une intelligence, une connaissance qui dépasse de loin tout ce que moi j'aurais pu imaginer, mais que d'autres aussi. Ça veut dire qu'en fait, ça nous renvoie à ce que dans l'expérience qu'on a même de l'autre, nous, entre guillemets, qui nous croyons très normaux et très formatés, on sait bien qu'on découvre énormément dans la relation à l'autre, des fois des années, des fois des dizaines d'années, et même de nous-mêmes, pour ceux qui ont déjà fait un travail intérieur, ils savent bien qu'on se découvre et qu'on se redécouvre, capable, incapable, passionné, ému ou non. Et il me semble que le développement de la personnalité chez ces jeunes, qu'on voit évoluer, c'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, des fois, on pense que quelqu'un qui a un trouble ou des symptômes, ben, il va les garder. On veut juste qu'il ne soit pas trop malheureux, qu'il ne souffre pas trop. Alors qu'en fait, on est dans un endroit où on démédicamentalise le plus possible pour essayer en fait de donner le droit aux personnes qui sont présentes de s'exprimer. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que il y en a qui deviennent passionnés de pâtisserie, puisqu'il y a aussi un atelier de pâtisserie chaque semaine. Puis on les voit là-bas, même si voilà, des fois il y en a un qui est d'habitude très discret, et puis là qui est comme ça, très, très heureux de participer. En fait, ils ont le droit d'exprimer leurs désirs, leurs émotions et leurs passions. Et ça, je pense que c'est une caractéristique qui est extraordinaire. Et je voudrais vous dire que moi, depuis que je fréquente ces jeunes, je me rends compte que d'abord, dans chaque communauté, dans chaque tribu d'Israël, mais du monde entier, en fait, il y en a plein partout des personnes avec autisme. Alors bien sûr, quand on en fréquente de plus en plus, on en voit de plus en plus. Pas uniquement parce qu'on les aime, vous voyez. Des fois on dit il est comme. Non, c'est parce qu'en fait c'est vrai. D'ailleurs, ça nous remet aussi en question de notre capacité de sortir de ce que d'habitude on préfère toujours les gens qui nous ressemblent, vous voyez. Je ne parle pas du communautarisme de notre communauté uniquement, mais le communautarisme des typiques, où il faut que les gens nous ressemblent. Et s'ils ne te ressemblent pas du tout, parce qu'ils ressemblent à personne du tout, mais qu'il n'est pas moins génial que les gens les plus exceptionnels que tu peux connaître. Et c'est un petit peu comme ça, je pense, qu'il faut présenter ce qui se passe avec chaque jeune d'Éden. Alors, je veux te demander, Alexandre, est-ce que c'est vrai que chaque jeune qui est avec autisme, pour reprendre l'expression et l'appellation avec auteur que tu as choisi, est-ce que c'est vrai qu'ils ont une souffrance dans la rencontre, même avec des personnes qui essayent de s'effacer? Comment on en parle de ça? Comment est-ce que tu abordes cette question? Comment est-ce que tu fais en sorte
qu'ils aient envie de baisser un peu cette garde et s'ouvrir? Il y a plusieurs questions. La première, c'est finalement, est-ce que je suis face à des gens qui sont en souffrance ou pas? Alors, je pense que leur autisme est un trait ou une défense d'une souffrance profonde. Et que leur manière, finalement, de se protéger de quelque chose qu'ils ont du mal à intégrer, qui pourrait être une lumière trop forte, un bruit que ici on ne va pas entendre, mais que eux vont entendre, des yeux trop prégnants, etc., etc. Ça peut être le reflet des lunettes de quelqu'un. Eh bien, finalement, ils vont se refermer en eux. Vous savez, on présente souvent l'autisme comme quelqu'un qui fait des gestes répétitifs. Est-ce que vous savez pourquoi ils font des gestes répétitifs? On connaît bien dans le judaïsme ces gens d'ailleurs qui prient de cette manière-là. Sont-ils des autistes? Non. Se concentrer sur eux-mêmes. Exactement. C'est une induction hypnotique en fait. Tout à fait. Cette induction hypnotique, et on pourrait faire tous finalement regarder un point qui pourrait être notre doigt, d'accord, et on pourrait tous finalement se renfermer en nous. Et je pourrais être comme ça, et puis si je me concentre vraiment sur mon doigt, faire en sorte que le seul monde qui existe pour moi à ce moment-là, c'est mon doigt. Est-ce que tu accepterais de raconter ce que tu as écrit sur l'attentat dont vous avez été, toi et un des jeunes témoins, et avec Au clair de la lune, c'était ça, non? Oui. Je pense que ça pourrait aussi vraiment En fin de compte, c'est ce que... représenter. Alors, oui, je peux le raconter. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que j'ai appris finalement peut-être de l'autisme à ce moment-là. C'est-à-dire comment me renfermer à un moment donné. Alors, en quelques mots, en 2003, nous sommes Antifada 2, donc comme je vous ai dit, c'était le moment de notre alia. Et ce matin-là, un dimanche matin, à Jérusalem, nous allons chercher Robin, ce fameux Robin d'ailleurs que j'avais été chercher quelques mois avant, vous vous rappelez, en Corse, dans l'hôpital psychiatrique, au secteur de défectologie, que la psychiatrie française me le jette comme ça en me disant ouais, il est très violent. Aujourd'hui, Robin, si vous venez un jour au centre, il vous fera un gros câlin de son 1m80. Il sait lire, écrire, il sait jouer du piano. Je pense qu'il n'y a aucun psychiatre qui l'a vu avant qui savait ça. Et puis ce matin-là, ce dimanche matin, je vais chercher Robin. Donc il y a quelqu'un qui conduit la voiture. Je suis à côté du conducteur et Robin est derrière. Et puis nous partons de Jérusalem pour aller vers Beth Shemesh, là où sont le centre. Beth Shemesh se trouve entre Jérusalem et Tel Aviv. Et le bus de la ligne 14 explose suite à l'attentat d'un kamikaze, attentat qui fera 8 morts et une trentaine de blessés. Et nous sommes la voiture juste à côté, finalement, du bus qui explose. Et à ce moment-là, je comprends qu'il se passe quelque chose d'ultra violent, car la voiture est soufflée par la bombe humaine. Et j'ai un geste qui va finalement me sauver, psychiquement, et peut-être sauver Robin. C'est l'hiver, j'ai un grand impair noir, et lorsque je vois ce qui se passe, c'est-à-dire comme une image, je me jette avec mon impair et je couvre finalement Robin. Et là, Robin était ensanglanté par les éclats de vitres, et là, je le prends et je commence à chanter Au clair de la lune.
à tue-tête. C'est la première chose qui m'est venue là, à ce moment-là. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et je commence à chanter, mais très très fort. Et là, à ce moment-là, dans cet abri-là, je ne le sais pas à ce moment-là, je l'aide, mais avant tout, je m'aide, d'une manière un peu comme un autiste, à me protéger de ce qui aurait sans doute été une effraction terrible dans ma vie par rapport à ce que j'aurais entendu, puisque je chante à tue-tête, je n'entends rien, que ce que j'aurais vu, puisque je suis enfermé avec lui, alors je ne vois rien, d'accord, ou ce que j'aurais senti, d'accord, on oublie souvent ce sens-là, d'accord, parce que je suis complètement collé en corps à corps avec lui, d'accord, et à ce moment-là, Robin et moi, nous ne formons plus qu'un. Il a quel âge? Robin a 24 ans à ce moment-là. Et la seule chose que je dis, alors que je chante, je dis au conducteur, bouge la voiture. Et ma seule obsession à ce moment-là, c'est de protéger Robin, tout en continuant à chanter au clair de la lune, sous cet impair, et de sortir de ce lieu terrible, qui est le lieu d'un attentat, pour simplement l'emmener le plus vite possible dans un hôpital. Et c'est ce qui va se passer, en fin de compte. Je le prends, je sors sous cette cape-là, et une ambulance s'arrête devant moi, et nous prend, et nous emmène à l'hôpital. Je précise à ce moment-là, lorsque je me découvre, et je n'ai rien vu finalement de l'attentat, si ce n'est cette première image-là, je dis aux gens de MADA, aux ambulanciers, emmenez-moi à l'hôpital, c'est un autiste, il faut qu'il arrive avant tout le monde pour le protéger, et me protéger, mais ça je ne le savais pas à l'époque, de ce qu'il pourrait voir, de ce qu'il pourrait entendre, de ce qu'il pourrait sentir. Et c'est intéressant que tu m'invites à parler de ça, parce qu'en fin de compte, à ce moment-là, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, j'étais complètement enfermé en moi-même, dans un monde qui m'a protégé de, finalement, l'horreur la plus totale d'être sur le lieu d'un attentat. Et donc, en protégeant Robin, je me suis protégé. Et finalement, là aussi, j'apprends finalement que l'autisme, la personne avec autisme, se protège de quelque chose de l'extérieur. Et il ne voit pas les choses comme nous, on les voit. Je rentre ici, je dis, tiens, des livres, oh, c'est une synagogue. Eux vont s'arrêter, pour certains d'entre eux, sur les reflets qui sont des luminaires, qui sont sur tes lunettes, sur un bruit. Par exemple, Raphaël, dont je vous ai parlé, Raphaël, je l'ai accompagné pendant des années. Je l'ai porté pendant des années. Et il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Vous vous rappelez dans le texte que je vous ai dit que Raphaël mettait ses deux index dans ses oreilles. Et je me disais bien qu'il y avait un bruit qui le dérangeait. Mais même lorsque j'étais dans une pièce silencieuse, à l'intérieur d'un immeuble, il pouvait faire ça. Et parfois, non. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il ne supportait pas le bruit des avions qui étaient dans le ciel. Est-ce que vous entendez les bruits des avions qui sont dans le ciel? Non. À moins d'être à côté de Roissy. Mais au milieu de Paris, je peux vous assurer qu'on n'entend pas. La seule chose qui nous permette de voir qu'il y a des avions dans le ciel, c'est la tracée blanche que l'on voit de temps en temps. Et lorsque je vois cette tracée blanche et que je vois que lui, qui ne regarde pas le ciel, fait comme ça, je comprends à ce moment-là que lui a cette capacité-là, cet îlot, ce qu'on appelle un îlot d'intelligence, c'est-à-dire une capacité particulière dans une chose particulière, d'entendre ça et que ça le dérange. À ce moment-là, il me suffira de lui acheter un casque anti-bruit pour finalement retrouver un corps qui se décontracte et qui ne se crispe pas. Tout simplement. Donc,
l'autisme, finalement, se protège de quelque chose. Et c'est pour ça que, je vous ai dit tout à l'heure, il me faut parfois 2 jours, 2 mois, voire des années, pour entrer en lien. Parce que ce lien-là, il faut faire attention. Parce que je n'ai pas le mode d'emploi. Je ne sais pas si je dois rentrer là, si je dois serrer sa main, si je dois lui faire une accolade, si je dois lui faire un geste. Je dois trouver finalement la meilleure manière de me présenter à lui. Ce n'est pas lui qui doit se présenter à moi. Lui, il n'a rien demandé. Effectivement, il aurait pu être l'enfant sauvage, d'Auvergne. La première fois qu'il y a une description de l'autisme, on l'appelle l'enfant sauvage. C'est un conte du XVIIIe siècle. On raconte en Avignon qu'on a trouvé un jeune homme, enfant, qui présente certains critères, qui crie, qui griffe, qui ne peut pas supporter les habits. C'était pas un Marocain, il était bien en Auvergne. Ah, il n'était pas marié avec une Marocaine, c'est ce que je voulais dire. Donc, non. Et finalement, c'est la première description de quelque chose qui pourrait ressembler à de l'autisme. Comment, si j'avais été face, finalement, à cet enfant sauvage, comme on l'appelle dans la littérature, comment je l'aurais abordé ? Je ne le sais pas. Je ne suis pas capable, après 33 ans de pratique, de vous dire comment. Par contre, je sais comment je me serais présenté à lui tout doucement. Alors c'est intéressant parce que... Vous avez une question ? Oui. Il n'y a pas de tout ce que vous dites sur tant d'années, des signes que vous reconnaissez qui font que vous allez aller. Enfin, Il y a, des signes un peu similaires. il y a effectivement, d'accord, des manières. On arrive, après 33 ans de pratique, à reconnaître des chemins qui seraient plus faciles à emprunter. Maintenant, on n'est pas sûr de nous. Donc, je reste prudent. Parce que finalement, auteur et autisme, finalement, ça serait quoi notre conclusion ? On n'est pas à la conclusion, on peut continuer toute la nuit à en parler, c'est ma passion, donc je peux vous en parler toute la nuit. C'est quel rapport on a à l'autre d'une manière générale ? Vous savez... Je veux raconter parce que Alexandre ne le dit pas, mais en fait, notre collaboration et notre amitié, elle était plus sur des cas cliniques de thérapie personnelle ou de thérapie de couple. Et au fur et à mesure que se sont tissés des liens de plus en plus forts, un jour, je dis, mais c'est bien ton activité secondaire, c'est pas ton activité principale, la thérapie personnelle, puisque Alexandre reçoit à Jérusalem en thérapie personnelle. Et j'étais toujours très impressionné par les approches, la réflexion, la méthode. Bon, il n'aime pas que peut-être je dise trop ses qualités comme ça, et je lui ai dit un jour, mais donc si c'est seulement secondaire, j'aimerais bien voir ton activité principale. Et il m'a fait comprendre qu'en fait, la clinique qui le forme le plus, c'est ce centre extraordinaire. Mais quand on voit que finalement, il n'y a pas une méthode, mais il y a le fait d'être capable justement de se dire que l'engagement, c'est de proposer, de créer un lien d'une manière et avec une personne dont on ne sait rien de comment, et même s'il va se passer quelque chose, après, dans le monde de l'autre, avec un grand A, mais qui est beaucoup plus minuscule que la hauteur et la profondeur et la complexité du lien avec une personne avec autisme, l'approche, elle est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus simple. Et je me rappelle que les premières fois où je venais à Eden, donc le projet, moi je l'ai nommé pour moi At Ptarlo. At, c'est le deuxième prénom personnel, la deuxième personne au singulier féminin. At Ptarlo, c'est l'expression de la Haggadah qui dit « ouvre-lui ». Et nos Chachamim nous disent, normalement, on dit « at pitrilo », toi, au féminin, ouvre-lui à celui qui ne sait pas poser de questions la bouche, ou « atat tiftarlo », au masculin, et on met le pronom et la forme verbale au masculin. Et donc, le commentaire, c'était de dire qu'en fait,
si tu sais te faire celui qui reçoit comme une femme, alors tu pourras, même si tu veux être l'homme qui est à l'écoute de celui qui est à côté, capable d'inspirer et qu'il ait envie de te dire quelque chose, de te questionner. Les premières fois où je venais, je dis mais c'est quoi mon objectif ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et en fait, Alexandre essaie de m'expliquer qu'en fait, parler d'objectif, quand on vient essayer de donner la place pour pouvoir être celui qui va rentrer en lien avec quelqu'un dont on ne sait pas ce qui va se passer, c'est un non-sens. Parce qu'en fait, il faut être ensemble. Et être ensemble, c'est accepter de découvrir ce qu'on ne sait même pas qu'on va découvrir. Et c'est ça qui est, en fait, exceptionnel et qui, selon moi, est la plus grande hauteur de ce que les personnes avec autisme réinventent. C'est qu'en fait, ils nous permettent de sortir de nos attentes et de nos déceptions humaines. Et on sait bien, chers amis, qu'aujourd'hui, la relation à l'autre, elle est totalement dévisagée. À cause du monde de l'image, on essaie de se représenter qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre. Qu'est-ce qu'on va recevoir, qu'est-ce qu'on va donner, comment on va l'apprécier, comment on va être apprécié. Alors qu'en fait, il y a un espace ici qui est magique. C'est un espace où on ne sait pas ce qui va se passer, mais ces personnes-là sont présentes. Et est-ce qu'elles vont s'ouvrir ou non ? C'est l'aventure de chaque rencontre. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des exemples que tu veux raconter de l'arrivée de certaines personnes, de certains jeunes, comment ils ont évolué. Non ? Par rapport à la question que la dame a posée, c'est-à-dire si on ne pouvait pas savoir, est-ce que il n'y a pas une analyse biologique et la recherche du X fragile déjà très petit pour savoir que c'est l'autisme. Vous posez la question finalement deux choses. L'origine et finalement le diagnostic. D'accord ? Alors, l'origine de l'autisme, on ne la connaît pas. On parle aujourd'hui de quelque chose de multifactoriel. Lorsque je vous dis ça, je ne vous dis pas grand-chose. Alors, bien évidemment, il y aurait peut-être une origine génétique, puisqu'on voit que sur les études des vrais jumeaux, par exemple, lorsque l'un est autiste, à 98%, l'autre est autiste. D'accord ? Oui. Mais lorsqu'on parle de faux jumeaux, d'accord, on s'aperçoit bien évidemment qu'il y a un pourcentage bien moindre, qui est autour de 62%, mais il existe quand même. Et pourtant, ils n'ont pas la même ADN. Donc, on ne connaît pas l'origine, mais on sait que c'est multifactoriel. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu une définition qui s'était ouverte sur l'autisme, j'aurais été, si j'avais été dans la recherche, dans l'idée d'effacer finalement le mot autiste pour recentrer sur des symptômes bien précis, différentes pathologies, d'accord, qui nous auraient permis de faire des recherches plus ciblées. Vous parlez de l'X fragile. L'X fragile répond pour un petit pourcentage, effectivement. L'X fragile, c'est un chromosome, une anomalie dans un chromosome, d'accord, qu'on a trouvé chez un certain nombre de personnes qui présentaient des troubles autistiques, mais très peu. C'est quelques pourcentages qui ne permettent pas d'expliquer finalement la globalité. Aujourd'hui, le diagnostic qui se fait sur des symptômes, il y a des items qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut faire dès l'âge de 4 mois, 6 mois, pour trouver effectivement qu'il y a un terrain à l'autisme. Il faut bien savoir que dans une famille, malheureusement, lorsqu'il y a une personne qui est autiste, il se peut, ce qui nous permet de dire qu'il y a une problématique génétique, il se peut, à un grand pourcentage, qu'il y ait d'autres enfants qui puissent développer des symptômes dits autistes. Et ces items-là, par exemple, quand un bébé est trop sage et qu'il pleure jamais, vous savez qu'un bébé, ça doit pleurer. Et quand il est trop sage, c'est pas bien. Quand un bébé sursaute ou répond pas à son prénom, je ne vais pas vous faire tous les items, mais il y en a près de 60 qui permettent aujourd'hui de voir très rapidement si on est face à un terrain qui pourrait nous dire qu'il risque d'y avoir un développement autistique plus tard. Il faut savoir pourquoi ça a tellement augmenté en nombre. Parce que la définition, selon moi, parce que la définition a changé. Et le diagnostic, il y a plus de diagnostics,
D'accord? Avant, il n'y avait pas de diagnostic d'autisme. Et vous savez, en médecine, il y a des médecins ici? Personne? Ouais. Combien, dans toutes les études de médecine, on a parlé de l'autisme? Je pense que très peu. C'est une ou deux journées en 7 ans d'études. Donc, voilà. Et puis, en France, il y a une très grande peur de diagnostiquer l'autisme, alors que dans d'autres pays, il y a moins cette peur-là, parce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place. Maintenant, je voudrais revenir à ta question, de donner finalement... Vous savez, on parle toujours du manque quand on rencontre de l'autre. Or, c'est une erreur. Si je rencontre l'autre par son manque, alors je vais chercher quoi? Je vais chercher à le remplir. Alors que je devrais plutôt rencontrer ce que l'autre a. Lorsque je rencontre Aaron, c'est le premier qui me vient en tête, mais peut-être parce que c'est le plus... comment dire? Le plus souriant aujourd'hui. Aaron est un chassid de Bels. Il a 27 ans, il est catatonique. Il a toujours été diagnostiqué autiste depuis l'âge de 2 ans, mais autiste d'un certain niveau. Il avait acquis une certaine manière de parler. Et puis, il vit des choses dans sa vie qui vont faire qu'il va se replier suite à des traumatismes. Il va se replier en lui. Tellement se replier en lui qu'il décide de finalement ne plus exister. Et comment il fait pour ne plus exister? Il devient ce qu'on appelle catatonique. Qu'est-ce que c'est que la catatonie? Vous connaissez les statues grecques? Vous voyez une statue grecque? Blanche, ne bougeant pas. Eh bien, c'est ça la catatonie. Alors, la catatonie, c'est lorsqu'on est face à une personne qui se retrouve dans une position et qui ne bouge pas. Aaron ne parlait plus lorsque je le reçois, ne bougeait plus, il était catatonique. Je me rappelle encore que son éducatrice m'appelle à minuit et me dit « Je ne sais pas quoi faire, je lui ai donné une assiette à manger des pâtes, je lui dis « À quelle heure tu lui as donné ?» Il était 6 heures de l'après-midi, il est maintenant 23 heures et il est à sa 2e bouchée. C'est ça la catatonie. À ce moment-là, où on dit « il ne parle pas, il ne fait pas », où on dit « mais qu'est-ce qu'il a ? Comment on va pouvoir l'aider ?» Autant vous dire qu'à ce moment-là, ma rencontre avec Aaron fait très peur. Parce qu'en face de moi, finalement, j'ai un squelette. Il n'est pas blanc, parce qu'il n'est pas fait de craie ou d'argile, je ne sais de quoi. Il est bleu, parce que son sang, il pèse 36 kilos à l'époque, 1m78. Ça vous donne une idée. Et puis on décide le lendemain d'acheter un marcheur. Pas un déambulateur, justement, électrique. Vous savez, un marcheur électrique? Un tapis de marche, alichon en hébreu. Okay. Et on le met dessus, et il fait un pas, et on le retire. Et le lendemain, on refait un pas. Et puis la semaine d'après, on fait 2 pas. Et puis 3 pas. Ça fait 14 ans que Aaron est au centre. Alors, bien sûr, je prends son exemple parce que ce que je vais vous raconter maintenant est assez extraordinaire. Mais à Eden, on n'attend pas finalement le miracle. On accompagne une évolution. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, auteur et autiste, vous allez parler de Dieu et des autistes, les autistes comme prophètes. » Ah ben j'ai dit non, vous êtes mal barrés. Vous êtes face avec un psy religieux et un rabbin, on ne va pas du tout parler de ça. Ça, j'y crois pas. Enfin, on pourrait parler de ça, de leur ultra-sensibilité, mais je vous parlerai d'ultra-sensibilité, pas de prophétie. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'Aaron. Car Aaron a une ultra-sensibilité. Pour s'être coupé du monde
et avoir fait un jeûne de l'humanité, pas qu'un jeûne du manger, pas un jeûne simplement de la parole, mais de l'humanité en sortant complètement de toute humanité, d'accord, c'est que l'humanité l'avait sali, l'avait blessé, si bien qu'il était parti dans quelque chose qu'il connaissait, l'autisme le plus profond qui soit. Et donc, à force d'être sur ce marcheur, Aaron, aujourd'hui, marche, comme vous et moi. D'ailleurs, parle. Et me raconte. D'ailleurs, il chante. Roland Moed, il y a 2-3 ans, avant la guerre, nous avions fait une grande soirée qui avait réuni Salle Béguine, c'était là, je me rappelle, avec ton rave, vous étiez venu, et tu avais vu Aaron chanter devant plus de 300 personnes. Avec Aaron, on chante toutes les semaines, quand je le vois. Avec Aaron, tu chantes Et on bien. étudie, et c'est un être plein d'humour, d'intelligence, de sensibilité. Et Aaron m'a appris énormément sur, finalement, tout ce jeûne-là qu'il avait fait de l'humanité et tout son autisme profond. Parce il arrive aujourd'hui à m'expliquer, finalement, comment il regardait et comment il ressentait le monde. J'ai appris de Aaron aussi énormément. Par exemple, je lui pose la question, Aaron, à l'époque, comment tu connaissais les jours quand tu ne parlais pas, quand on avait l'impression que tu étais absent, alors qu'il arrive à me dire, non mais je me rappelle, cet éducateur-là, 2 semaines après que je sois arrivé au centre, m'a donné un chocolat chaud. Et c'était bon. Je dis, mais comment tu te rappelles de ça? On avait l'impression que tu n'étais pas là. Et je lui pose la question, comment tu te rappelais des jours? Alors vous savez comment Aaron se connectait au jour? Il me dit la chose suivante. Il me dit, dans mon monde, chaque jour, je suis persuadé que c'est un monde qu'on a en commun, hein, on va y revenir, mais je crois que nous, on l'a perdu, ça. Chaque jour, il y a une couleur qui est plus lumineuse et qui correspond au jour. Alors je lui dis, ah bon, et le dimanche, c'est quoi comme couleur? Il me dit le bleu. Je sais qu'on est le jour premier de la semaine parce que tous les bleus qui sont dans ce monde-là sont très forts dans mes yeux. Et le lundi, orange. Le mardi, jaune. Mercredi, vert. Jeudi, je crois que c'était violet. Vendredi, je l'ai oublié. Je me rappelle quand même de Shabbat. Le blanc. Il dit le Shabbat, je savais que c'était Shabbat, car le blanc était d'une puissance incroyable. Je comprends qu'en fin de compte, Aaron, qui ne me parlait pas, savait exactement quel jour on était. Car il avait cette capacité à être avec des choses ou avec le monde que nous, on n'a pas. Vous savez, parler auteur, parler de 2 mots simplement. Ils ont des capacités car ils sont parfois certains. Je ne ferai jamais de globalité. Jamais vous m'entendrez dire tous les personnes avec autisme sont. Ça n'existe pas. Ils ont tous leur caractère, tous leur manière d'être, tous leur histoire. Ils sont parfois marocains ou ashkénazes ou tunisiens ou polonais, peu importe. Je peux vous assurer que Aaron, Racine de Bels, il ne me demande pas un couscous Shabbat. Qu'est-ce qu'il me demande Shabbat? Exactement. Et c'est ce qu'il veut. Ok? Alors nous, on va dans son sens, hein. On lui fait plaisir. Pas tous les Shabbats, parce qu'après, non. Vous avez compris. Et en fin de compte, Aaron me permet de penser le monde différemment. Et j'ai par exemple Robin. On a parlé de Robin tout à l'heure. Vous vous rappelez celui que j'ai été chercher en Corse? Je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer ce que je dis. Une fois, il y a un reporter qui vient pour une émission israélienne, d'une chaîne, sur notre méthode Eden. Et il y a un caméraman qui est là. Et en tant que bon caméraman, il se tait. Et pourtant, il nous entend parler français, et lui, il ne dit pas mot. Je ne connais ni le journaliste, ni le caméraman. Et puis voilà que le caméraman
et le journaliste part. Je les raccompagne à la porte, un peu plus loin, et Robin se met sur la barrière et dit « Bonjour Bruxelles !» Et le caméraman se retourne et il dit « Mais comment il sait que je suis belge ?» Waouh! C'est un prophète. Non, ce n'est pas un prophète. C'est autre chose, des prophètes. Il y a des écoles. Mais enfin, sans doute que les écoles de prophètes à l'époque ont dû apprendre des autistes une certaine manière de faire. Hein, il y avait des écoles pour... Comment il a fait? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, sauf que je sais que Robin a un sens comment dire en français? Télépathique. Ouais. J'ai mon beau-père dans la salle. Là, par exemple, je vais lui raconter une histoire. Je ne sais même pas s'il est au courant. Une fois, Robin, d'accord, ma femme, donc sa fille, pensait à sa grand-mère, donc à sa maman. Et puis, elle disait, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelée, il faudra que je l'appelle. Et Robin passe à côté. Il n'a jamais entendu parler de la grand-mère de ma femme. En aucun cas, il connaît son prénom. Et il passe à côté et lui dit « Et Ida, elle va bien ?» Waouh, prophète ou pas prophète? Non. Une sensibilité particulière qui leur permet parfois d'être en nous. Alors, je ne vais pas l'appeler Baba Robin, d'accord? Mais il a quand même cette capacité-là d'être en moi ou dans l'autre. Et c'est assez particulier, mais j'aurais presque envie de vous dire que si on était à l'école des prophètes ou à l'école des Robins, d'accord, on serait peut-être tous capables d'avoir ce sens-là, comment on dit? Télépathique, ok, qui nous permettrait finalement de comprendre et d'écouter quelque chose qu'on n'arrête pas de ne pas écouter. Il faut quand même penser que notre cerveau, vous savez que on dit que notre cerveau il marche à 15%. C'est une idiotie. Si votre cerveau marchait à 15%, on aurait un grave problème. On aurait des aphasies, on aurait des problématiques très très compliquées. Non. Notre cerveau fonctionne à 100%, mais il n'y a que 15% de notre cerveau qui fonctionne en même temps. Ça ne veut pas dire que notre cerveau ne fonctionne pas entièrement. D'accord ? Et imaginez que pour eux, aujourd'hui, il y a, justement, je me tourne vers vous, des recherches sur l'imagerie cérébrale qui nous permettent de voir que lorsque moi, neurotypique, je reçois une image, mon cerveau réagit en faisant 1, 2, 3, 4, et que M. Robin, quand il reçoit cette image-là, son cerveau fait 1, 2, 3, B, C, 4. Ah, un seul coup, il y a autre chose, une autre partie, d'accord, qui a été allumée dans son cerveau et qui lui permet d'être télépathique. Je suis arrivé à le dire. Souvent, on me pose la question si je suis parent d'une personne avec autisme. La réponse est non, d'accord. Et j'ai pu ressentir, lorsque j'étais un jeune accompagnant, d'accord, cette angoisse. Tout à l'heure, j'ai parlé du train. J'ai dit que ça a été le plus long séjour que j'ai jamais fait dans un train parce que j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Pourquoi? Parce que le regard des autres, comme s'il y avait quelque chose de sale, comme il y avait... Alors je comprends que ça peut déranger, je comprends, mais je vous remercie de cette question-là parce que finalement, c'est qui doit s'habituer à qui? C'est-à-dire quelle part de l'humanité doit s'habituer et accueillir l'autre part qui ne correspond pas finalement à une norme. Et on est malheureusement dans des époques tellement de plus en plus normatives qui d'ailleurs nous propulsent vers d'autres extrêmes, d'accord, mais qui fait que finalement celui qui est différent n'a pas sa place. Et lorsqu'on a quelqu'un avec de l'autisme qui ne peut pas s'empêcher de crier, qui est peut-être son mode d'expression, je vais vous dire, moi je pense que c'est au CAAL, c'est-à-dire à l'Assemblée, d'intégrer ce cri-là
comme une parole. Et si on ne le fait pas, et si malheureusement, je vais vous raconter l'histoire de Mordechai par exemple. Mordechai, dont le Rav Mordechai étudie avec lui, à 60 ans. Alors la maman de Mordechai, nous on accueille ce jeune homme lorsqu'il a... Je sais même qu'il a 60 ans. il a 60 ans aujourd'hui, d'accord, et quand on l'accueille, il a 48 ans. Depuis l'âge de... donc on est à une époque où il y avait très peu de structure. Sa maman, elle est rescapée de la Shoah. Et elle décide, depuis l'âge de 14, que Mordechai a 14 ans, de s'enfermer avec lui. C'est une pas belle histoire. Mais je voulais vous la raconter parce qu'il s'enferme avec lui et cette maman-là qui va nous confier à un moment donné son enfant, parce que justement, pour elle, on a su accueillir sa manière d'être, me raconte la chose suivante. Elle me dit... À 14 ans, Mordechai a eu un très grand traumatisme. Je lui dis lequel. Nous étions à la synagogue en bas de chez nous et le Rav, que je connais très bien, a demandé à Mordechai de sortir parce qu'il faisait trop de bruit. J'ai décidé de ne plus revenir à la synagogue chez ce Rav-là. Et c'est une question. C'est-à-dire, effectivement, je peux comprendre qu'il ait pu gêner le cas. Mais en tant que juif, et au-delà de ça, je vais vous dire en tant qu'humain, mais après 33 ans d'expérience, la différence, j'ai su l'intégrer, quelle qu'elle soit, sans jugement et avec une acceptation de la personne. Et je pense que dans mon métier, qui est être psychologue et directeur d'une structure, et psychologue, je suis dans l'obligation finalement d'accepter la personne en tant qu'être avec toutes les différences et toutes ses manières d'être. Toute personne. Pas simplement celui qui fait tout, mais aussi celui qui viendrait avec des cheveux orange ou qui viendrait sans chapeau ou qui viendrait... Parce qu'en fait, ils ont aussi chacun une phrase, un geste, un bruit, un objet qu'ils tiennent. Et c'est à découvrir, en fait. Moi, je pense que, pour répondre à votre question, c'est notre travail, finalement, qu'il soit avec nous. Et je sais qu'il y a une très grande différence entre la France et Israël, puisque j'ai 10 ans de pratique en France et 23 ans en Israël. Et je sais qu'en France... on les met de côté. On est mis de côté, on est regardé, alors qu'en Israël, il y a une meilleure intégration finalement de la différence, même si on est parfois enfermé aussi dans des choses en Israël, mais dans ce qui est de l'autisme, en tout cas, et la différence de l'handicap, il y a quelque chose qui me permet, moi, d'accord, de dire que là-bas, il y a une intégration et un regard qui se porte vers la différence de l'handicap, qui est plus ouvert. Et voilà, c'est bien. Moi, je suis qu'une journée par semaine à Eden. Et en fait, l'expérience fait que dans toutes les synagogues ou dans toutes les sociétés, en fait, on rencontre des jeunes et des moins jeunes qui ont des troubles et des difficultés. Je pense que le sens dans lequel il faut aller, c'est de ne pas s'adresser à une personne en lui disant qu'elle est différente. Il n'y a pas très longtemps, je suis rentré à la piscine et puis il y a un jeune qui, dans une phrase extrêmement intelligente, disait « Qui c'est qui ne paye pas le bus à 100% ?» Et il donnait, écoutez bien, 19 ans et 11 mois de moins que la date à laquelle il parlait, pour dire qu'en fait, ceux qui n'avaient pas 20 ans, ils avaient une réduction, et ceux qui avaient 20 ans, ils n'avaient plus la réduction. Et il répétait à chaque personne qui rentrait, il disait « Vous êtes de quelle année ? Tous ceux qui ne sont pas de telle année,
alors ils vont payer le bus sans réduction. Et bon, alors j'ai reconnu des refrains qui sont un petit peu comme ça, l'objet, la phrase, pour appeler ça dans notre langage à nous, le tic de. Et au lieu de regarder exactement comme tu l'as dit, comme un manque, ce qu'il avait dit, parce que bon, les gars à la piscine, on était dans le vestiaire, ils commençaient à se méfier. C'est qui ce gars qui répète les mêmes phrases à tout le monde? Je suis venu et je lui ai dit, moi je suis né en 78. Combien je paye le bus? Et là, il a commencé bien sûr à calculer. Il m'a dit, mais quel mois, etc. Donc il a du coup fait un nouveau calcul pour me dire ma date en hébreu et toutes sortes de choses très intelligentes. Et en fait, au lieu de l'aborder comme quelqu'un qui était différent, quelque part, c'est à nous de nous rendre un peu différents. De venir dire voilà mon nom. Ou bien dire c'est comment ton nom. Et, etc. Ça veut dire de créer ce qui est possible comme lien, mais pas de se placer ni comme plus ni comme moins, mais de se mettre à côté. Voilà. Et c'est des choses qu'on vit dans toutes les sociétés. Et je pense que c'est ça qui s'appelle... Je rappelle qu'au centre, une fois j'ai dit à Alexandre, est-ce que c'est le monde qui doit s'adapter aux personnes avec autisme, ou est-ce que le but c'est de faire en sorte que les personnes avec autisme puissent s'adapter au monde qui est tellement différent d'eux? Ouais. Tu veux peut-être t'exprimer sur ce sujet-là, parce que... Je pense qu'il y a des normes dans notre monde. Et c'est important d'essayer de... Par exemple, Mordechai, donc, ce monsieur qui a aujourd'hui 60 ans, lorsqu'il vient au centre, il mange sans couvert. C'est-à-dire qu'il mange avec ses mains. Et que si je veux l'amener au restaurant, parce qu'il aime bien manger, il aime bien les bonnes choses, si je l'aide pas à simplement manger avec des couverts, finalement, ça va être très difficile d'être au restaurant. Et donc, on va lui apprendre finalement à manger avec des couverts. Ça nous a mis à peu près 2 ans, d'accord, pour tout simplement lui donner l'expérience d'aller dans un restaurant. Et c'est une expérience très heureuse. Donc, je pense que aussi, une personne, quel que soit l'handicap, doit aussi, comme chaque être humain, avoir des limites, lui permettre, parce que les limites nous permettent de grandir, d'accord? Et donc, si on est hors limite, finalement, on n'a pas de liberté. C'est très intéressant, puisque quand on vient bénévole, moi je suis bénévole au centre, et quand on vient bénévole, on ne veut pas faire de peine, on ne veut pas gêner, on veut essayer de faire comme ceux qui connaissent bien, et en même temps, on veut faire quelque chose. On ne vient pas juste pour regarder. Et j'observais, en particulier, une personne qui est très précieuse au centre, qui s'investit énormément, comme c'est une personne qui n'aime pas qu'on dise son nom, donc je sais que si après elle regarde, elle m'en voudrait, parce qu'elle est très discrète. Et chaque fois, je voyais que quand les jeunes ne se comportaient pas exactement comme il fallait, je lui disais, vous pouvez venir une seconde, parce que j'arrive pas à le faire sortir. Il y en a un, par exemple, qui adore les puzzles. Et en fait, il fait des puzzles, et s'il est dans un puzzle, t'as beau avoir des trucs à faire, il est là, il t'entend pas, il te voit pas, il est dans son truc. En plus, il est très, très mignon. Pour moi, c'est un de mes préférés. C'est-à-dire, il a un visage passionnant, il est vraiment très rigolo. Donc, en fait, moi, je suis incapable. Et quand j'ai vu cette madrecha qui vient, et qui est plus qu'une madrecha, qui vient et qui lui dit « tu te sors tout de suite, viens voir », et qui lui a parlé un peu comme une maman, en même temps, elle lui a donné un cadre, une sorte de discipline. Finalement, il s'est tout de suite levé, il a été. Et moi, ça m'a énormément inspiré, puisque j'ai remarqué que quelque part, quand quelqu'un a un trouble, au lieu de penser, c'est vraiment une idée très intéressante, tu as dit, qu'il a un manque, en fait, c'est qu'il a quelque chose de particulier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discipline. Je ne sais pas si la dernière fois, tu te rappelles, quand je t'ai posé la question, mais est-ce que les personnes avec autisme sont des personnes qui sont forcément plus ou moins droites, gentilles, bonnes que d'autres? Et tu m'as répondu, alors c'est une réponse qui était très éclairante pour moi. Qu'est-ce que tu as répondu? Et tu m'as dit que l'autisme n'a rien à voir avec les midotes. Bah oui. Et qu'il y en a qui ont des très belles qualités, et il y en a qui ont des défauts. Moi, j'en ai un qui me fait la tête chaque fois que je viens, parce que des fois, on se dit, lui, des fois, il fait son caractère, il fait son sale caractère. Et des fois, on doit lui dire, alors, tu viens?
Ah non, mais si tu viens, t'es sage. Hein. Et on se dit, attends, mais comment tu lui parles? Ben non, tu lui parles parce que tu te mets sur le même plan. C'est une relation humaine. Ça ne veut pas dire que je vais lui imposer. Il n'y a pas très longtemps, quand on parle de Mordechai, il faut que vous sachiez, Mordechai, il a 60 ans. Il est plus âgé que moi. Et il y a des fois, il n'a pas envie de me voir. Je ne vais pas m'imposer. Donc quand une fois, il me dit tout, il me prend la main, il me ramène à la porte. Je me dis la première fois, peut-être qu'il veut juste parce qu'il aime bien l'eau, parce qu'il aime bien manger. Parce que première fois, deuxième fois. Au bout de 3 fois, je demande et je dis, est-ce que... Ah oui, aujourd'hui, il est très mauvaise humeur, il a très mal dormi. S'il ne veut pas, il y a un ou une madrecha qui vient, qui voit, et me disent Rav Mordechai cette semaine. Je viens, je fais une petite caresse ici pour lui dire au revoir. Mais par contre, quand on est en lien, alors on doit aussi avoir un cadre. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que c'est avec toutes les différences, quelles qu'elles soient, que ce soit des différences dans des troubles qui sont d'ordre psychiatrique ou autre, on est obligé d'avoir un cadre pour pouvoir travailler. Ben voilà, peut-être que j'aimerais bien qu'il y ait des questions aussi, mais ce que tu dis est juste, c'est-à-dire que l'handicap ne doit pas faire oublier finalement la personnalité, la personne. Et lorsque je parle effectivement à tous les gens que j'ai cités aujourd'hui, à Aaron, Mordechai, ben Mordechai aussi, il a plus que 60 ans. Je lui dis, tu déconnes, à 60 ans, on ne fait pas ça, mec. Et avec tout le respect que je peux avoir pour lui. Et je crois que c'est important aussi, parce que je pense que notre rôle, c'est justement de les accompagner vers quelque chose qui a un point de rencontre. Et peut-être je terminerai sur justement ces phrases-là. Je parle souvent de rencontre, mais si moi, je ne fais pas l'effort, l'autre ne va pas faire l'effort. Et donc, ce point de rencontre, c'est le chemin que l'autre a parcouru et que moi, j'ai parcouru. Chacun a son rythme, chacun... Et puis c'est un endroit qui change selon le temps et les époques, mais ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un handicap qu'on n'est pas avec un certain caractère et qu'on ne doit pas se construire aussi, comme tout à chacun, dans certaines limites. C'est vrai. Moi, je veux dire, j'ai une grande chance de 33 ans que je travaille avec des personnes autistes, et souvent on me demande, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter, quoi? Alors, ça je ne sais pas. En tout cas, j'ai une grande chance parce que c'est rare à notre époque de travailler avec des gens qui ne font pas la chanara, qui ne font pas de la médisance. Parce que moi, je ne connais pas personne plus droite, finalement, que les personnes que je côtoie tous les jours. Et j'ai une autre chance, c'est justement de pouvoir dire que chaque jour, on fait le monde. Et je ne connais pas beaucoup de lieux où on travaille, où on peut se permettre de penser et de le faire.